Oui, moi, je pense très important dans la manière dont tu as introduit la question des mandats transgénérationnels dans les consultations thérapeutiques, c'est que ça montre bien, je crois, vraiment une des richesses de la psychopathologie du bébé, de la psychologie, de la psychiatrie du premier âge, qui est que notre approche est toujours forcément descriptive de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, du corps, du comportement, des interactions qui se passent sous nos yeux. Et en même temps, il y a toujours cette démarche de remettre ce qui est observé, ce qui est entendu, dans le fil de l'histoire de l'enfant, de sa famille, j'allais dire de ses familles, maternelles, paternelles, je pense qu'on y reviendra, mais cette transmission est toujours double. Et alors, il me semble que c'est à la fois une des difficultés, mais aussi une des énormes richesses de la psychopathologie du précoce, d'avoir ce double regard dans l'instant et toujours d'historicisation par rapport au groupe familial. Alors je crois que tu as raison, il faut être horizontal, c'est-à-dire observer les interactions, et vertical, voir ce qui se passe dans le passé des parents, comment ce passé influe sur leur comportement vis-à-vis de l'enfant. Maintenant, le processus transgénérationnel, il me semble que quand on y pense toujours, enfin, ou on y pensait toujours sur plus de 2 générations, avec les grands-parents, voire les arrière-grands-parents. Je crois que les psychanalystes adultes ont beaucoup insisté sur les sauts même de générations qui peuvent exister dans cette question, dans ce registre. En fait, la transmission transgénérationnelle, elle commence au niveau du passage entre 2 générations déjà. Bien sûr. C'est ce que j'appelle intergénérationnel. La transgénérationnelle, c'est quelque chose qui vient de plus loin. Est-ce qu'on peut préciser peut-être un peu cette distinction ? Oui, il me semble. C'est pas l'intergénérationnel, c'est le fait que quand des parents sont là, ils font intervenir leur comportement d'enfant avec leurs propres parents. C'est-à-dire que, au fond, ils transportent leur Édipe sur le bébé. Et c'est leur Édipe qui transporte sur le bébé. Pour être simple, je crois. Il y a beaucoup d'exemples qui le montrent. Parce que tout le monde, au fond, transfère, je crois, sur son enfant ce qu'il a vécu avec ses propres parents. Au fond, l'enfant est sur l'objet de projection. On voit beaucoup d'enfants torturés, il me semble, torturés ou abusés, parce que le père, par exemple, une jeune femme ne sait pas s'occuper d'elle. Donc elle fait vengeance sur son fils de l'exigence du père, ou de l'abus du père. Ça se voit beaucoup, je pense que dans l'expérience, on confirme ça. Mais alors pour la transmission transgénérationnelle, transmission transgénérationnelle, alors, je crois que c'est autre chose. Je crois quelque chose qui coince là. Il y a un fantôme dans la chambre de l'enfant, comme dit Selma Freiberg. Le fantôme dans la chambre de l'enfant, c'est un personnage inconnu, en principe inconnu. Un personnage donc qui intervient là sans être connu, et qui va faire sauter, qui a coincé la transmission telle que nous allons la décrire. C'est un processus normal. Est-ce qu'on peut dire que la transmission transgénérationnelle se jouerait sur un plan plus inconscient que la transmission intergénérationnelle ? En tout cas, sur un plan un peu différent, parce qu'il y a le problème des choses cachées. Nous, on dit des secrets de famille. Et là, sur ce plan-là, si tu veux, les secrets de famille, c'est simple à montrer. Je connais plusieurs cas. J'ai eu une analyse d'adultes qui n'étaient pas les fils de leur père. Alors un jour, il dit, tu sais, maman, je ressemble à papa. Et la mère rigole en disant, tu crois vraiment que tu ressembles à papa ? Alors ça, c'est le secret de famille qui vient intervenir massivement, alors que l'enfant était déjà un peu prévenu de tout ça, bien sûr. Puis alors, je crois que dans le transgénérationnel, il y a aussi les hommes ou les femmes qui errent dans la chambre d'enfant, les fantômes. Il me semble que les fantômes sont ce qu'on ne dit pas dans une famille, ce qu'on ne sait même pas. Et de ce point de vue, il me semble qu'il faut opposer l'attachement et sa transmission, qui constitue pour beaucoup d'Américains la modalité de la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire ce qu'Amaine a montré. Amaine a montré après Marianne Voss que l'attachement est en principe transmis de génération en génération, avec des modalités qui sont celles de la transmission intergénérationnelle, où nous introduisons la vie dans sa réalité, qui vient modifier quand même ces éléments qui seraient sans ça trop désespérants, puis seraient tout à fait fixés. Je crois que Peter Fonagy montre que dans la transmission des attachements ambivalents, c'est-à-dire des attachements mauvais, des attachements douteux, viennent intervenir les facteurs parentaux qui vont modifier les choses. Je crois que là, il y a du transgénérationnel. Oui, alors on parle là donc de transmission inter ou transgénérationnelle, mais est-ce que tu ne penses pas qu'en fait on a peut-être un petit peu tendance à simplifier trop le problème de la transmission, qui est quand même toujours très très complexe avec différents niveaux. On ne peut peut-être que les évoquer là, mais il y a ce qui passe par le corps, il y a ce qui passe par le psychisme, il y a ce qui passe par la mère et ce qui passe par le père. Il y a toujours la convergence des 2 histoires familiales. Il y a ce qui est observé et ce qu'on peut reconstruire. Il y a la transmission d'images globales ou de traits plus partiels de tel ou tel personnage de l'histoire du roman familial. Il me semble que tout ça fait vraiment... Il y a le niveau, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, conscient ou inconscient des choses. Il me semble que la transmission est quelque chose de très complexe, très, très hétérogène et complexe, même si en fait on peut en parler de manière globale comme ça. Et
Est-ce qu'au fond, tous ces éléments-là ne composent pas la notion de mandat transgénérationnel tel que tu en parles? Moi, je pense que la notion de mandat est plus spécifique et qu'elle a été mise en évidence par les familialistes, il faut le dire, très clairement. Pas les psychanalystes qui ont mis ça en évidence. Le système familial. L'étude du système familial, il y a des modalités qui maintiennent un équilibre familial dans une perturbation. Alors, ce mandat transgénérationnel fait que l'enfant va contribuer à l'équilibre familial, nous allons le maintenir. Par exemple, un malade mental, comme les familialistes disent, celui qui est désigné comme malade maintient l'équilibre. On a beaucoup de cas où cela intervient. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que le mandat transgénérationnel, quand on dégage un mandat transgénérationnel, je veux dire, il me semble que, inéluctablement, c'est un mandat qui est au moins mixte. Les deux familles convergent sur l'enfant. D'ailleurs, dans la recherche que nous menons actuellement avec Martine Latour sur les pères, c'est comme ça que nous travaillons. Une définition de mandat transgénérationnel de père, puis mandat transgénérationnel de la mère, et bien comment l'enfant les reçoit pour en faire son propre mandat, et ce qu'il renvoie à partir de ça. C'est ça la part de l'enfant qui construit quelque chose avec ça. Évidemment, en transmission intergénérationnelle, les difficultés identificatoires sont au premier plan. Elles sont massives. En fait, le cas clinique de Maxime illustre beaucoup des aspects qu'on vient d'évoquer. Ce serait utile peut-être qu'on entre dans le détail. Il s'agit d'un cas de mutisme chez un enfant, et les parents viennent me voir pour ce mutisme. Alors à cette occasion, j'essaie de voir un petit peu quels sont leur arbre généalogique, leur arbre de vie. Parce qu'il faut évidemment que peut-être qu'on insiste beaucoup sur la prudence et le tact qu'il y a pour manier ces levées de secrets ou ces dévoilements de transmission ou transgénérationnelle. Le secret de famille doit être préservé, doit être traité avec grande prudence. Ça, je crois, c'est évident, c'est très traumatisant. Mais à propos du secret et du dévoilement de secret, en fait, il me semble qu'il y a deux plans différents. Ou bien révéler un secret, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire révéler le contenu du secret, ou ça peut vouloir dire simplement signaler qu'il y a un secret. Tu ne vois pas qu'il y a toujours une ombre qui trotte les familles, il y a des choses comme ça. Autour de Maxime, par exemple? Oui, il me semble. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Bonjour, ça va? Au revoir. C'est déjà pas mal de choses. Ben, on en a eu deux autres en premier, on est un peu surpris qu'à cet âge-là, il refuse d'après, bon, on l'a mis à l'école à la rentrée, donc il avait pile 3 ans, puisqu'il est de fin juillet, et il refusait tout contact, et il a mis à peu près plus d'un mois avant d'arrêter de pleurer pour aller à l'école. Ah oui, il pleurait, il se roulait par terre, maintenant il accepte. La maîtresse lui prend la main, il n'y a plus de problème, il joue, il pleure plus, maintenant il court pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'il nous fait d'autre par rapport à la directrice? Il sait que c'est une école. Oui, il sait que maman va revenir, à mon avis. Il sait que c'est à l'école. Voilà. Hein? Il sait qu'il va à l'école. Oui. On va mettre des jouets pour Maxime. Il veut, il les prendra pour parler papa et maman. Hein? Voilà. C'est pour toi que tu peux jouer avec. Au début de cette consultation-là, autour de Maxime, on a vraiment le sentiment que l'enfant à plusieurs reprises se tourne vers le père, il émet même quelques sons, si j'ai bien entendu, envers lui, et le père semble peu accessible à ce moment-là, très immobile et peu disponible. L'enfant va avoir une agitation autosensorielle. Il y a que son narcissisme est mis en cause, il faut bien qu'il se rassure sur sa propre existence. À ce moment-là. Comme il ne le fait pas par la parole, il le fait en s'agitant. Je crois que c'est très important, en effet, que tu soulignes cela. Il le fait en s'agitant entre les deux parents sur le canapé. Et en faisant semblant de ne pas s'intéresser à ce qui se dit. En fait, c'est une ressource narcissisante, sans plus. Tu veux dire que le courant narcissisant qui vient du père étant interrompu, il faut qu'il se sente continuer à exister. Il a même tout un certain moment de l'entretien, même tout un jeu masturbatoire de montrer, cacher, toucher, pas toucher, qui se fait comme ça au milieu des deux parents et un peu à distance de chacun d'eux. Il fait semblant de ne pas s'intéresser à ce qui se dit. Je crois que c'est très important de voir cette espèce d'absence d'intérêt qui n'est pas réel, bien entendu. Il se concentre sur lui pour éviter d'entendre et de participer. Et c'est dans cela que la masturbation est une espèce d'automutilation aussi. De la relation. Oui.
Vous avez deux autres enfants alors. Oui. Ils sont beaucoup plus âgés, si j'ai bien compris. Oui, le grand a 15 ans et la petite puce a 7 ans. Ah, lui, c'est plutôt une surprise supplémentaire ou pas? Ah non, non, pas du tout. Programmé, très bien. Oui, non. Et vous avez un garçon déjà, Un garçon. C'est le deuxième garçon. Tiens, tu vois le zizi du garçon là. Hein, il a un zizi, ce garçon là. Il a un bidon. Hein, et là. Alors, vous avez été enceinte bien, ça a marché le process? Ah oui, tout à fait. Vous travaillez, vous, madame? Non. Vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je suis chef comptable. Vous êtes Dans la comptable? comptabilité. Oui. C'est ça. On veut parler un peu de votre fille, de votre famille, de faire un peu un arbre généalogique. Je sais pas, moi j'ai toujours mes parents. Oui, vous êtes d'où? Ils sont d'où, vos parents? Mes parents, enfin ma mère, mon père, ma mère est De l'Ouest. voilà. Qu'est-ce que faisait votre papa? Je disais. Oui, j'ai toujours, d'ailleurs, Qu'est-ce ils qu'il sont fait à la maison, à la retraite Qu'est-ce qu'il maintenant. faisait avant? Il était chef de caisse. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère qu'on voit régulièrement, qui est marié, qui a 2 enfants aussi. Le retard de langage n'est pas grave au point qu'on puisse évoquer vraiment de gros troubles du contact. En réalité, il nous montre comment il peut se saisir d'un thème là, pendant la consultation. C'est-à-dire qu'il est là, apparemment sans écouter, mais il est complètement là, parce que quand la mère parle des 2 aînés, immédiatement, il met en scène le garçon et la fille dans le berceau. Si je rencontrais votre papa, je demandais comment était votre fille, quand elle était petite, qu'est-ce qu'il me dirait? Ben, j'espère du bien. On lui a pas posé la question, mais... Qu'est-ce qu'il me dirait comme bien? Écoutez, alors là, je suis bien mal placée pour vous le dire. Vous avez du bien de votre papa? Ah oui, tout à fait. Et de votre maman aussi? Ah oui, ça oui. Ça nous a fait. Rien à Non, j'ai rien à leur reprocher, donc je vais pas le... Vous ne reproche à vous faire. Alors ça, j'aurais jamais posé la question. Je leur poserai en rentrant. Imaginez ce qu'ils vont vous dire. Non, Rien du tout. on m'a dit, non, on m'a toujours dit que j'étais une enfant facile à élever. Pas autant de mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait votre frère? C'est beaucoup plus dur. Les garçons, c'est pour ça. Ça, je sais pas, ça c'est la vie de mes parents. C'est pas forcément le mien, j'en ai 2, alors... Non, Pour les garçons, c'est plus difficile. Il s'occupe de ce garçon-là. ben, il est ça, mes parents habitant viennent que 2 mois par an. Alors là, bon, ben, ils sont revenus pour l'hiver, mais bon, effectivement, approcher de leur petit-fils que lui ne les connaît pas, bon, il prend ses jouets et puis il va voir ailleurs. Bon, ils viennent, c'est bien, mais bon, je les connais pas. Quoi. Et vous, monsieur, vos parents sont d'où? De la... Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre papa? Vous disiez? Mon père, mes parents sont divorcés, ma mère est sans profession. Votre père a fait quoi? Je sais pas, je l'ai pas connu. Ah bon, vous n'avez pas connu. Ils ont divorcé quand vous étiez tout petit. Tout petit, oui. Vous l'avez connu, quand même. C'est très très loin. C'est lui qui les a connus. C'est ça. Vous l'avez pas connu. Votre mère, elle a vécu avec quelqu'un Parce d'autre? qu'elle est en même temps maternelle et très hautaine, enfin très lointaine. Elle voit un peu comment son mari-fils va intervenir là-dedans pour raconter sa propre histoire. On regarde comment il fait. Et regarde comment il fait. Mais tendrement, mais avec quand même un regard examinateur. Votre mère, elle a vécu avec quelqu'un d'autre? Vous avez un beau-père? Non, on est resté Vous tous avez plusieurs enfants? On est 3, famille de 3 enfants. Et les autres sont plus âgés que vous? Absolument. Et s'ils sont venus, les autres? Il y en a un qui est directeur de banque et un autre qui est directeur dans une autre société. Vous portez le nom de votre papa ou le nom de votre maman? Le nom de mon père. Et alors, il ne vous a jamais vu? Il n'a jamais cherché à le voir? Non. Pourquoi? Parce que... Vous ne voulez pas le voir? Absolument. Vous ne savez pas s'il meurt? Vous savez qu'il est vivant? Vous m'avez dit au présent. Vous savez qu'il est vivant? Absolument. Comment vous le savez? Parce qu'il voit mes frères. Ah bon? Pas de pourquoi? Il a pris partie de votre maman? Pardon? Il a pris partie de votre maman? Non, j'étais trop jeune pour ça, mais bon... Vous trouvez qu'il a été incorrect avec... Bon, il y a peut-être de ça aussi. Sans doute, parce que vous ne le voyez pas. On voit plein de choses, puis s'il avait voulu me voir, il serait venu me voir, mais bon... Et pourquoi va-t-il vos frères? Je comprends pas. Je sais pas, je peux pas vous dire. C'est quelque chose que j'ai pas fouillé, que... Vos frères le voient. Ouais, absolument. On n'a pas posé la question. J'espère que... Tu viens faire pipi? Viens, excusez-moi. Je vous en prie. On peut continuer là? Viens faire Avec votre pipi. mari. Oui, Comment tu vas parler avec c'est votre mari? surtout parce que j'ai des filles. Je ne vois pas quand ils voient vos frères, ils voient pas. Bah, parce qu'ils ont continué à se voir, c'est-à-dire mes frères ont quand même 12 ans de plus que moi, donc... Votre et vous, vous ne connaissez pas. Vos frères n'ont pas jamais posé la question à votre papa. Non, puis chez nous c'est quelque chose de... Comme ça, c'est fini. C'est réglé, personne n'en parle, et puis... On ne vient pas à son enterrement. Absolument pas.
C'est manifestement un moment très chargé de la consultation, puisque l'excitation de Maxime augmente au point qu'il a envie d'aller faire pipi, ce que la maman sent et l'accompagne. Donc Maxime est sensible à tout ce qui se dit, et ce que le père dit en particulier. Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser qu'il est très sensible à ce que le père dit, mais aussi à ce que le père ne dit pas? Est-ce que son attention là est conditionnée par l'attention de la mère? Moi, je crois. Je vois que jamais elle est tellement attentive à ce qui va se passer là qu'il faut qu'il arrête la chose. Hein, il me semble qu'il faut qu'il arrête la chose, il a envie de faire pipi. Donc c'est lui qui arrête et bloque la scène. Sans savoir forcément ce qu'il arrête, mais sentant qu'il arrête quelque chose d'important, probablement. C'est très intéressant de voir s'il parlait un jour, lui demander pourquoi il a envie de faire pipi là. N'est-ce pas, la micro-analyse est importante là, rétrospective. Là pourquoi, techniquement, en l'absence de la mère et de Maxime, tu continues l'entretien avec lui, puisqu'on sent qu'on est dans une zone particulière. Mais c'est un type expérimental, voir un petit peu, je sais pas, j'ai l'intention de son expérience, pour voir comment il agit quand il est seul. Mais est-ce que tu pensais qu'il allait te dire des choses qu'il ne pouvait pas dire en leur présence? Peut-être, oui. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à aborder autour d'un point important. Mais il reste très lointain. Parce que la question que tout le monde agite toujours, c'est de savoir si on peut, en tant que consultant ou thérapeute, être dépositaire de choses que l'enfant ne connaît pas. Comment tu te situes? Parce qu'en imaginant que pendant ce temps-là, il me fait la révélation. Tu fait la révélation en l'absence de Maxime. Je lui ai demandé si on peut en parler maintenant quand Maxime va venir. Je crois que c'est important que Maxime sache ça. Je dis toujours aux parents, vous savez, c'est important qu'on dise cela à votre fils tout le temps. Tu le sens plus défensif encore pendant cette période de l'entretien en l'absence de sa femme? Oui. À l'image, ça apparaît comme ça, mais je me demandais en présence. Il donne sa femme comme une maman, intermédiaire entre deux hommes. Il protège contre l'investigation que je mène. Il se conduit pas mal virilement avec moi là. Vous êtes devenu comptable, pourquoi? C'était à l'époque, il fallait bien trouver un métier. Bon, la comptabilité, c'était quelque chose où j'étais assez doué. D'accord. Mais quand vous étiez jeune, ça marchait? Et vous avez été élevé par une maman? Oui, ça allait. C'était dur, mais c'est pas de problème. Ça n'a pas été dur, vous? Pardon? Vous n'avez pas été un enfant difficile? Non, je pense que j'avais pas le choix, donc... non. Votre maman vivait de ses moyens de son travail, alors? Oui, puis elle était un petit peu invalide, donc... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était couturière. Vous habitiez une ville ou la campagne? Non, j'habitais à Mont, à côté de... Alors, votre père ne payait pas de pension? Non, à l'époque, c'était pas quelque chose qui était... Ça existait, je crois, mais enfin, il n'a pas dû payer de pension. Vous aidez votre maman, j'imagine? Bien sûr. Elle est bien avec votre femme, votre mère? Oui. Après votre mariage? Oui. Vous êtes marié à quel âge? Oh, je me suis marié à 27 ans. Vous entendez bien tous les deux, votre famille? Bien. Oui, c'est... Très bien. On va attendre qu'elle revienne avec le petit garçon. Qu'est-ce que vous êtes inquiet pour ce petit garçon? Inquiet, je voudrais surtout voir si on peut faire quelque chose pour l'aider, je veux dire. Bon, on sent qu'à l'heure actuelle, il y a quand même du mieux par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais qu'est-ce qu'il y a comme diagnostic? Vous avez déjà vu déjà? Non, à part madame, non. Un pédiatre, qu'est-ce qu'il disait? Il a posé la question, un pédiatre, qu'est-ce qu'il disait? Rien de spécial, bon, qu'il avait des problèmes, qu'il fallait qu'on l'aide, mais bon... Pas plus. Pas plus. Pas plus. Donc c'est pour ça qu'on a fait la démarche vis-à-vis de madame, puis vis-à-vis de vous. Il est en train de faire récemment un intéressé, mais il attend sa femme pour qu'elle dise les choses. C'est sûr. Oui, après coup, c'est intéressant de voir ça. Et puis ensuite, on vient de dire pourquoi vous inquiétez. Votre mari m'a dit oui, inquiet, vous voulez qu'il soit aidé. Je me demandais qu'est-ce qu'il disait le pédiatre. Vous contendiez de ce qu'il disait? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire que ça a démarré comme ça, au mois de... C'était septembre, il a pris l'école, donc au mois d'octobre, il nous a refait une fièvre très très forte. On est sujet toutes les 3 semaines à moins de faire de très très fortes angines. Et quand j'ai appelé mon généraliste, parce que je ne dérange pas le pédiatre quand même comme ça tout de suite, il n'a jamais pu le toucher. Et pourtant c'est le même médecin qu'il a depuis qu'il est né. Il le connaît, il vient voir son frère, sa sœur, il vient voir tout le monde. Et quand j'ai vu, il a juste réussi parce que j'ai bloqué les mains, les jambes et la tête, alors qu'il puisse lui mettre au moins le bâton pour voir les amygdales. Il m'a dit, on va attendre la Toussaint, mais il va falloir faire quelque chose, parce que si personne ne peut l'approcher, on ne pourra jamais le soigner. Et quand je l'ai emmené chez le docteur, a eu du mal.
Il a commencé à pleurer déjà quand je suis rentrée. Il a bien vu qu'il parlait dans la glace. Ah bon? T'as pas entendu? Oui. C'est pas des choses qu'on peut comprendre, mais là, son langage. Hein. Qu'est-ce qu'il disait, monsieur Maxime? Vous avez compris, vous, ce qu'il disait? Regardez dans la glace, il dit c'est Maxime. Hein? Maxime. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être un petit peu agressif doublement en leur faisant remarquer qu'ils n'ont pas été sensibles là à une parole de Maxime? Justement, ils viennent consulter pour un retard de langage. Je veux dire par là que d'une part, c'est peut-être leur montrer qu'au fond, ils se plaignent de quelque chose, mais qu'ils n'écoutent pas bien ce qui vient de l'enfant. Et d'autre part, on est dans une position un petit peu inversée, là, puisque, en fait, eux n'écoutent pas ce qu'ils disent, mais lui entend très bien ce qu'ils ne disent pas. Tu dis que j'ai été un peu agressif. Je me pose la question. Probablement oui, rétrospectivement, on peut penser comme toi. Mais je pense qu'il faut aussi, dans une consultation thérapeutique, être incisif. Je ne veux pas défendre mon point de vue, mais je crois qu'on peut être incisif. Et il me semble que là aussi, on est sur le point d'avoir une explication. Parce qu'ils disent, ils montrent, je ne peux pas comprendre moi non plus, je ne sais pas. Maxime, ne fais pas le bagarre. Allez, prends-le. Prends-le, tu peux le prendre. Tu peux le prendre, c'est pour toi. Tu le veux aussi? Tu le veux aussi? Maxime. Tu le veux? Maxime. Tu veux le chien? Ça va. Tu veux le chien? Me donne la boîte. Merci beaucoup. Donne la boîte. Non, tu la donnes pas. Voilà. Vous avez vu que ce chien, monsieur, il est beau, hein? Tu peux prendre un peu? Vous avez vu la touche sur le ventre, vous avez vu? Montre ça. Maxime. Je voudrais montrer, je sens bien quelque chose sur la naissance. Là. Et je vais montrer que le père, c'est le père qui a découvert le chien dans le ventre. Donc il y a quelque chose que je sens bien. On est sur le point de toucher quelque chose là d'important. Naissance, secret des origines. Oui. Je le sens parce que j'ai été chercher le chien. D'habitude, je ne laisse pas, je ne le vois pas le chien. Je dis au père de l'ouvrir au père. Donc j'ai bien senti quelque chose. Enfin, c'est rétrospectivement, là, c'est facile à dire. Après coup, enfin. Là, on sent quand même bien l'équilibre entre ne pas être trop attentif au langage de l'enfant, pour les parents, et lui être très sensible à tout ce qui est transmis tacitement. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas ce que tu es, je vais t'aider à sauter. Tiens, saute. Allez, saute. Bravo, très bien. Allez, encore. Monte pour sauter. Voilà, on va sauter encore. Parce qu'à l'époque, il serait venu vers moi tout de suite, ouvert Tu veux papa. sauter? Là, il accepte. Il ne s'en rend pas compte, qu'il fait le clown en fin de compte. Non, tu sors pas de tout. Oui, c'est monsieur comme ça. Le chien, monsieur Boulet. T'es bien, le chien. J'achèterai le même à Noël. Moi, le garçon montrait qu'il ne veut pas du tout s'intéresser aux conditions de naissance. Là. Je lui dis, il y a un chien dans son ventre au père, il s'en va. La mère a bien senti d'ailleurs ce que tu ressens toi-même, là, parce que sous le ton de la plaisanterie, elle dit que si son mari s'intéresse au chien, elle lui achètera le même à Noël. Elle voit bien où tu voulais en venir. Un code qui est joué, que je ne possède pas, mais que ses parents possèdent mieux que moi. Mais elle t'utilise comme un appui et un complice dans ce qui va se passer, sans doute. La mère a renoncé à utiliser son arme là. Elle est un peu dégoûtée, désespérée à un moment. Elle hoche la tête comme ça. Elle voulait se servir de l'histoire de la naissance. Et même Maxime, non seulement pas s'y intéresser, elle est désarmée, elle est très désespérée, enfin dégoûtée. Ou en attente d'une prochaine occasion. Oui. Mais il se moque de ce que je lui dis. J'ai l'impression, de toute façon, Maxime, ça, il accepte de jouer avec vous quand il en a envie. D'accord. Même avec son frère et sa sœur, hein, c'est pareil. Tu laisses quelqu'un qui dit? Caca. Je vais raconter une histoire. Et à mon avis, il vit sa vie. Je vais raconter une histoire quelquefois. Oui, avec sa sœur. Je vais raconter comme ça. Son frère, des histoires d'enfants. Je prends un livre. Elle lisait le livre. Oui, Et elle dit? pas du tout. C'est intéressant de noter l'expression que la mère utilise, il vit sa vie.
Parce que c'est vrai qu'on peut l'entendre comme quelque chose d'un petit peu léger, il vivote, il est dans son coin. Mais en même temps, vivre sa vie, c'est trouver la juste distance par rapport au mandat transgénérationnel, justement. Mais d'une façon tellement auto-punitive que c'est inquiétant. Dans ce cas-là, très. Les valises de barrière. Tu veux? D'accord, tu as dit? D'accord. D'accord, allons-y. Allez, on les met par terre. D'accord. Tiens. Allez, on les met par terre. Viens avec moi. Par contre, on lui fait un dessin animé qu'il aime bien, là il bouge plus. Viens, viens. Maxime. On va mettre les valises partout, les valises, les barrières. D'accord. Allez, viens. Maxime. Maxime. Tu viens devant les autres barrières. Viens. Maxime. Viens. On va jouer là-bas. Viens, on va jouer avec papa. Viens, on va jouer avec papa. Viens. On va mettre ça par terre là. Voilà. Comme ça. Voilà, mets les autres barrières. Tu veux? Vas-y. Voilà, très bien. Papa aussi, hein? Voilà, papa il fait des barrières, tu vois, papa? Là, quand on regarde le document, mais je ne sais pas comment c'était sur place, on a le sentiment qu'il y a une ébauche de rivalité Entre le père et moi. Entre le père et toi. Mais ça, je crois que c'est tout à fait important de ne se mettre pas des enfants. Montrer aux parents qu'ils peuvent faire comme moi. Et là, il y a un entraînement. Je crois que le père se montre toujours un peu le père, la mère, là. Et le père vient jouer avec moi, donc, pour me faire concurrence. La première fois, il se rapproche de son fils. Et je lui montre aussi qu'il peut être père. Et ça a forcément un lien avec ce qu'on va apprendre plus tard, ça, non? Bien sûr, je crois. Et il approche de moi, là. Je me rappelle qu'Anna Freud, en 50, était un congrès de Genève européen sur la psychanalyse d'enfants, a dit qu'elle ne pouvait plus être psychanalyste d'enfants parce qu'elle ne pouvait pas se mettre par terre. Et je crois que c'est vrai, il faut pouvoir se mettre par terre pour être psychanalyste d'enfants. Agir avec son corps, un certain nombre de choses, oui. Et on sait bien que on voit les enfants petits, quand on est debout, on ne voit pas ce qu'ils font vraiment. Hein? Il faut se mettre par terre avec eux. Voilà, comme ça. Voilà. Allez. Voilà. Et le crocodile qui a pris caca tout à l'heure aussi dans l'eau. C'est quand c'est bas. Regarde, regarde. Oh, ça tombe tout le temps, hein. Faisez monsieur, ça tombe tout le temps. Et il commence à jouer lui-même plus activement. En s'identifiant à ta propre capacité de jouer avec Maxime. En imitant. Montrer qu'il est capable de. Imitation ou identification? Je crois que c'est une identification, il veut montrer qu'il est aussi capable de jouer avec son fils comme moi. Je crois qu'il y a une concurrence avec moi là. Si le père avait eu un père, Maxime aurait eu un grand-père. C'est ce qu'on voit là dans ce triangle. Ouais, le grand-père permet au père d'être plus père. Et le père aurait pu être plus père. C'est les 3 générations d'hommes qui jouent là. Et je crois que le fils exprime des sentiments, des affects très vifs. Oh, a-t-il dit. Et l'expression d'affect commence à marquer cette relation. Il n'y a plus que la mère qui surplombe la scène qui se passe par terre entre vous 3. Et on peut se demander si c'est quelque chose qui va déclencher la fin de la consultation. Ayant vu cela se dérouler sous ses propres yeux, ce qu'elle n'a jamais pu voir à la maison, fils, père et grand-père, est-ce que c'est pas ça qui va la pousser à la révélation? Ça, c'est pour mettre un petit bébé dedans. Ça. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là derrière la barrière? Qu'est-ce qu'il fait celui-là derrière la barrière? Mais il n'est pas invité. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Regarde. Non, c'est le bébé qui va dans la voiture, c'est le bébé. Le bébé qui va dans la voiture. Le bébé va dans la voiture, là. C'est le crocodile qui est derrière Maxime, derrière la barrière. Oui. Et en lui demandant plus de renseignements là-dessus, tu as eu une idée en tête à ce moment-là? Je vais explorer la version orale qu'il pouvait mettre en évidence là. C'est toujours avec ce crocodile, toujours ça. Ils mettent les mains dans la bouche, ils mettent les doigts dans la bouche pour voir s'il est mort, enfin. Et là, tu n'as pas recueilli... non, je crois pas. Et celui-là? Et celui-là? Maxime. Pourquoi il a plus...
Pourquoi? Oui. C'est un prénom qu'on désirait depuis très longtemps. Ah, parce qu'on aime bien, je crois que c'est tout simple. À l'époque d'avoir une autre fille, si on avait déjà eu un petit garçon, donc il y a déjà 7 ans, on l'aurait appelé Maxime. On a eu la chance d'avoir notre petit homme, on l'a toujours appelé Maxime. Le précédent, il s'appelle comment? Le garçon, Oui. le premier. Et c'est intéressant de voir quand son identité est en cause, l'enfant se met à s'agiter, à parler. À courir de bruit, ce que dit la mère. Il sent bien quelque chose sur son identité, là. Faire du brouillage. Oui, je crois, il me semble. Oui. Bien fermé, là. Là, celle-ci peut être fermée, là, tu vois? D'accord, c'est bon. Tu viens fermer les portes, là? Tu ouvres un peu la porte. Allez, ouvre un peu la porte, oui. Ouvre un peu la porte, fais rentrer la voiture. D'accord. Voilà. On ferme la porte, on ferme la porte maintenant. Maxime. Ferme la porte. D'accord. Très bien, tu as bien fermé la porte, c'est très bien. Bien. On sent les affects passer. Il y a des sentiments comme ça, ils passent avec des affects et des sonorités différentes. Et c'est sa langue à lui. Hein? Il n'est pas autistique, à l'évidence. Non, non, non. C'est un cas tout à fait réactionnel. Je crois d'ailleurs depuis le début, même sa curiosité pour les baigneurs, le sexe, exclu peut-être autistique. Et maintenant, celui-ci là, qu'est-ce qu'on fait de lui là? Et Maxime. celui-là, Ah, on le met là, on le laisse là, le celui-là. C'est méchant. oh, Voilà. oh, C'est embêtant celui-là, on va le cacher. Allez, va-t'en. On va le cacher. Voilà, très bien. Ah non, on a dit qu'on va le cacher, on n'est pas là. Ça va. Voilà, on le met derrière la barrière. Allez, allez. Allez, allez. Mais ça, il y a 6 mois, vous n'en avez jamais pu jouer avec. Il va parler bientôt. Il va parler bientôt, je pense. Le père a disparu là, hein. Il s'est retiré. Il peut avoir un essai de faire le père, il m'a laissé tranquille. Et comment on peut comprendre ça, hein? Il attendait sans doute que sa femme intervienne. Mais tu es un homme, un père quand même. Elle ne le fait pas. Ça, vous savez, au début, au mois d'octobre, vous le touchiez, mais il courait partout, hein, il n'y avait rien à faire. Il change. Tout est un jeu maintenant. Je t'embête, hein? Voilà. Et tu l'as pas vu, regarde. Et là, la surprise a été aussi pour nous, quand vous êtes assis par terre avec lui, il a accepté que vous le touchiez et tout, alors que, bon, comme m'a dit mon mari, il y a 400 mois, il n'aurait jamais voulu. Comme a dit votre, comme a dit mon mari. On peut se demander quel était le lapsus complet là. Votre fils, peut-être? Sans doute quelque chose comme ça. C'est ça qu'elle a ressenti. Elle est intervenue habilement, la mère, là, pour rétablir le conflit entre le père et moi. Et très indépendant. Il est pas trop seul, plutôt qu'indépendant, je trouve. Alors, vous me conseillez quoi? Peut-être de le mettre à l'école, même en allant le récupérer à 11h30 de l'Europe. Il y va que le matin. Non, c'est bien le matin, c'est bien. Je trouve qu'il devrait faire une psychothérapie comme Boisis, hein. La main Boisis 2 fois par semaine. D'accord. Vous soyez d'accord pour qu'elle veut pas un traitement, quoi, un traitement psychologique. Est-ce que c'est la psychothérapie? S'il y en a besoin. Mais vous savez ce que c'est, il faut peut-être demander des questions. Allez-y. Moi, on fait tout dans l'intérêt du petit. La psychothérapie, c'est un traitement psychologique, hein, purement psychologique. Consiste à essayer d'avoir un contact avec cet enfant. D'accord. Je pense que ce que vous pouvez faire, c'est vous occuper de lui, puis essayer d'avoir un contact verbal avec lui. Par exemple, quand il se regarde dans la glace en jouant comme ça, il dit tiens, c'est Maxime. qui est là derrière. Hein. Vous voyez, des choses comme ça. Surtout, il faut lui dire, tu vois, je te touche la main, je te touche le pied, tu m'enchaînes. Oui. Ah oui, oui, il mange tout seul, il croit. Quand il a faim, il va chercher son assiette. Ah non, non, je le coupe. Par contre, il va mettre sa table. Il s'essuiera la bouche, il va ranger sa serviette. Et si moi j'ai un quart d'heure de retard, il va sortir sa fourchette et puis il va taper sur la table en me disant maman, t'as oublié l'heure, quoi. Je ne crois pas qu'il faut le laisser trop jouer isolé. Hein. D'accord.
La mère s'intéresse de nouveau à la femme avec moi et il est déprimé manifestement. Il y a tant de choses, le père, là, on voit bien. Il y a quelque chose qui ne s'est pas dit, là, tout le monde le sent un peu. Ouais. Il n'y a pas de volonté de communiquer, c'est ça qui est embêtant. C'est avec lui-même qu'il communique. Quand ça l'intéresse. Voilà. Avec lui-même. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a l'impression qu'il vit dans un monde à part. Vous disiez surtout il vit sa vie. Il vit sa vie, Il vit voilà. sa vie tout seul. Quand vous parlez par exemple de la propreté, vous disiez il va aux toilettes tout seul, il se débrouille tout seul, il ne tout veut à pas qu'on fait. s'occupe de lui. Voilà. C'est quand même un peu embêtant. Très indépendant. C'est quand même un peu embêtant. Mais c'est autre chose que de la dépendance. Hein. C'est une difficulté à communiquer, Oui. plus que de la dépendance. En fait. C'est le premier sur les trois qui nous fait ça, alors je ne sais pas du tout ce qu'on doit faire. Il est toujours occupé de lui. Ah oui, toujours. On peut être déprimé quand on accouche. Fatigué comme toute mère. Pas Mais bon. déprimé, tu n'es pas triste, tu n'es Ah non, 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 non. pas content. Non, pas du tout. La vie n'a pas changé pour vous, par exemple. Bah oui, mais non. Il a été voulu. Je sais bien. J'étais heureuse, donc Tu es heureuse. papa était heureux, le frère et la sœur j'ai étaient... bien compris. Là, Maxime, un jeu particulier quand même. Il se met dans la boîte. Dans la boîte ou dans le tiroir, ou dans, je ne sais pas, oui. Il se met dans la boîte, là. Il se rentre dans sa mère. C'est en relation avec L'ours, l'ours. Ça. il me semble. C'est clair, là. Là, Maxime montre d'assez bonnes capacités des racines de symbolisation quand même, parce qu'il est capable de projeter sur des objets, de déléguer aux objets quelque chose qu'il vient de jouer lui-même avec son propre corps juste avant. Sûrement. Et je crois que c'est juste après que la révélation va se produire. Il a été voulu. Je sais bien. J'étais heureuse, donc Tu es heureuse. papa était heureux, le frère et la sœur... J'ai bien compris. Comment? Heureuse de voir la tête. Maxime. Tout à fait, ça fait 7 ans que ça durait, alors. C'est possible. On ne voulait pas vous dire votre père. Ah non, moi j'ai coupé les... Mais lui aussi il coupe, c'est ça qui m'embête. Vous voyez, je fais comme vous, un peu il coupe, pas possible. Et vous pensez de la coupure, mais vous êtes d'accord avec votre mari coupe, vous? J'ai jamais connu, je ne peux rien dire. Pour, Si, je vous pensez dirais... quelque chose. Bah, moi, je suis pas pour, mais bon, je crois qu'il faut vivre ce qu'il a vécu pour me Non, je permettre peux comprendre, d'interpréter. pas du tout, je peux comprendre que votre mari souffert de l'absence de son papa. Et je me dis quand même, vous voyez, les deux personnes qui coupent, le père et le fils, le grand-père et le fils, le petit-fils. Bah, le grand-père, à la limite, bon, moi, j'ai rien à dire, mais mon mari n'ayant jamais connu son père, n'a jamais rien reçu de Vous n'avez lui. jamais voulu voir votre père. Vous savez pas? Et votre mère vous a jamais expliqué ça? J'ai jamais cherché. Pourquoi? Votre mère ne vous a pas demandé à votre mère? Non. Pourquoi? J'ai jugé que s'il avait besoin de me dire, me le dire. Et toi, vous posez des questions aux parents, quelquefois, ça m'a semblé. Oui, c'est Vous possible. êtes un peu aussi comme ça, vous voyez, vous ne cherchez pas à savoir. Vous vivez votre vie, hein. Vous êtes un peu comme ça. Je dis pas le contraire. Il y a quelque chose qui ressemble à votre fille chez vous, non? J'ai pas raison un peu, madame? Moi, je trouve, oui. Un peu, hein? Quelque chose chez le papa qu'il faut... Hein? Tu parles, j'ai pas raison? Qu'est-ce que ça? Maman dit, j'ai Je raison. dis souvent, c'est bien ton fils. Quelque chose de vrai là, dans ce que je dis, hein? Une caricature un peu de son papa. Une caricature. Pour l'instant, c'est qu'une caricature. J'espère que ça n'en restera que là. Je dis quelque chose comme ça de père en fils, de grand-père en petit-fils. Ah bah, de toute façon, il y a Le toujours... grand-père ne prend pas contact avec son fils, le père ne prend pas contact avec le grand-père, et le fils coupe le père, coupe aussi avec son papa. Non? C'est pas raison un petit peu? C'est... Bah, attendez, c'est- moi je vais être honnête jusqu'au bout, on est là, tu m'en voudras si tu veux. Le problème c'est que mon mari ne sait pas qui est son père. Ah bon, voilà. Voilà. C'est pas Il si n'a c'est- pas le même père que ses frères. Voilà. On va être clair jusqu'au bout. Parce que tu n'as pas eu le courage. On est là pour aider le petit, pas pour nous aider nous. Et c'est pour ça qu'il vous répond comme ça, effectivement. Oui, c'est ce que j'ai appris. Donc, Vous le savez, c'est votre mère vous l'a dit. alors, je l'ai su par non, par d'autres personnes qui sont chargées de me le dire. Qui? Les Ta parents? femme, Voilà. Qui? moi. Bon, bah, c'est moi qui lui ai annoncé. Si vous avez hérité quand vous dites un Ça, mauvais. ça. Non? Mais c'est le cadet de mes soucis. Je comprends bien, mais enfin, quand même. Là, vous ne connaissez pas votre mère vous a jamais rien dit. Non. Et tu n'as jamais posé la question à ta mère. Je crois que vous devez poser la question maintenant. À Non? mon avis, il y a beaucoup de... Oui. Moi, je crois que vous savez, il y a un problème. Parce que Maxime n'a pas dit quelque chose. Là. Et puis son papa, il a beau jouer les grands, je sais bien qu'il est grand, m'en veut pas. Mais je suis persuadée qu'intérieurement, il refoule tout ce qui... Parce qu'il a quand même vécu, je dirais 32, 33 ans, en pensant qu'il avait le même père que ses frères.
Et il y a quelques temps, c'est moi qui ai lancé ça. Je lui ai annoncé. Ses frères n'ont pas eu le courage de lui dire alors qu'ils le savaient. Et je pense que tout être humain, spécialement mon mari, je ne vais pas lui faire de mal. Mais à un moment donné, ça se refoule. Ça doit ressortir. Je crois qu'on a toujours besoin de connaître ses origines. Moi, je le pense. Et je pense que j'ai peur des fois que... Inconsciemment, tu ne le fais pas. Consciemment, c'est pas vrai. Je sais bien, tu adores tes enfants, mais qui peuvent en payer également les pots cassés. C'est son fils. Maxime. Oui, c'est son fils. Ça, oui, ça c'est sûr. Ça, il n'y a aucun problème. Comme c'est sa fille, il n'y a aucun problème. Alors, à ton avis, dans la dynamique de la consultation, là, qu'est-ce qui tout d'un coup permet à la maman de se jeter à l'eau? J'ai mentionné quand même là, toute l'histoire du père. Elle dit le père, elle dit il n'y a pas de père. Enfin, donc il faut quand même qu'elle révèle la vérité à ce moment-là. Et elle vient de lui dire c'est bien ton fils. Oui. Et je suis sûr que c'est ton fils, moi. À ce niveau-là, à cet étage-là au moins. Oui. Je peux affirmer que c'est ton fils. Donc c'est toi le père là. C'est à ce moment-là qu'on va se passer tout ce travail d'attente chez elle et chez lui. Elle dit il faut quand même dire la vérité. C'est bien ton fils, c'est pas tout à fait pareil que tu es bien son père. Tu peux être son père. J'affirme que tu es le père. Oui. Et que je sais autant que si c'est ton fils, c'est tu es le père. Quand je t'ai fabriqué un fils, c'est toi le père. Et ça, elle va pouvoir l'affirmer. Mais en fait, c'est elle qui, d'une certaine manière, fait un travail d'interprétation. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est comme si elle lui disait, quand on connaît l'histoire, bien entendu, c'est après coup, mais c'est comme si elle lui disait, toi, tu ne sais pas qui est ton père, mais tu peux être le père de Maxime. Ça veut dire, bien Et je suis venu là pour ça. Bien sûr. C'est ça que ça veut dire. En effet, elle dit c'est ton fils, elle dit pas tu es le père. Oui, bon, je sais bien que, de toute façon, même au niveau de caractère, tu avais pas mal changé à un moment. Petit à petit, ça s'est fait, mais tu n'étais pas le mari que j'avais connu il y a 10 ans. Il était triste. Mon mari est très fier, il ne me dira jamais qu'il est triste. Maxime joue avec la boîte, là, mais il cherche à refermer quelque chose, là. Et la mère, là, est très violente à ce moment-là. Mais en revoyant cette bande aujourd'hui, je me dis qu'il se répète quand même quelque chose là autour de cette maman, parce que sa belle famille a compté sur elle pour annoncer quelque chose au père de Maxime. Et c'est comme si dans la consultation, on comptait aussi beaucoup sur elle pour que quelque chose passe là. Il ne vous le dira jamais. Ça se ressentira d'une façon ou d'une autre, il ne vous le dira pas. Et je crois que si moi, on m'avait appris ça 30 ans après, seulement moi, je crois que j'aurais eu le courage, j'aurais été voir mon père ou ma mère, j'aurais dit, bon, ben voilà, maintenant, on me dit la vérité. Ce que vous avez fait, vous l'avez vécu, c'est votre problème, mais qu'on ne me fasse pas croire n'importe quoi. Mon mari, il n'a pas fait. Là, on voit bien que la maman reprend quelque chose que tu lui as indiqué, c'est-à-dire qu'elle insiste sur le fait que son mari n'a pas posé de questions à sa mère, comme tu lui avais montré que Maxime a du mal à parler compte tenu de cette histoire-là. C'est une bonne alliée, elle, dans la consultation. Absolument. Le mari attend beaucoup d'elle, parce qu'il veut aussi que je le dise. Vous voyez votre maman? Ah oui, ça, tout à fait. Vous voulez lui en parler tantôt comme ça, tranquillement, sans soit un témoin, non? Non. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose de vous pensez que c'est pas bien? Non, non. C'est parti, moi, c'est... Le père dit je ne veux pas savoir qui est mon père, je ne demanderai pas à ma mère. Et la mère tourne la tête comme ça, en disant il est fou. C'est où elle regrette que les choses ne puissent pas changer. Mais bon, Maxime. Là, ce sera autre chose. Hein. Peut-être qu'il ne veut pas vous poser la C'est pas question. à moi de jouer les cartes, là. C'est pas facile, hein. Là, t'as vu un grand papy aujourd'hui, hein. Je pourrais être le papa de papa, moi. Donne les élastiques. Donne l'élastique. Il est très joueur, par contre. C'est des heures à jouer avec. Surtout sculpté. Moi, je peux vous dire quand même le secret de famille, c'est pas... Oui, mais là, c'est plus à moi qu'il faut le dire. Moi, je le dis, à tout le monde. Oui. Réfléchissez, monsieur Biron, venez voir dans quelques mois, non? Oui, j'entends. Vous savez qu'un enfant comme ça peut ressentir. Ça peut se ressentir comme ça. Je pense qu'il y a des choses Une certaine tension, je quelque dis chose. quand même, le secret de famille, c'est jamais bien. Est-ce que je peux dire plus, je ne suis pas aussi naïf de dire que c'est parce que c'est pour ça qu'il ne parle pas. Non, mais Je veux dire, mais il y a quelque chose quand même là-dedans, chose qu'il ne faut pas dire. Alors,
peut-être il ressent des choses comme ça. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas aussi difficile que ça, mais des choses comme ça, votre mari ne permet pas peut-être d'être un bon papa, un papa c'est un bon détendu. papa. Un bon papa, il est sûrement, mais un papa détendu. Et peut-être aussi que mon mari ne puisse pas en parler à sa maman parce qu'il n'a plus que sa maman en fait. Son maman, il ne veut pas faire mal à sa maman. Voilà. Et mon avis, le problème est là aussi. Sa maman, elle doit bien ça, comme je veux dire. Puis de ces aspects, peut-être beaucoup, votre maman. À mon avis, je l'ai déjà dit. Parler un grand coup, des fois, ça fait du bien. C'est possible. Mais Vous réfléchissez. tout le monde le veuille. Une des questions qui se posent à propos de ce document, c'est effectivement la nature un petit peu des projections paternelles qui sont effectuées sur Maxime. Et est-ce que ce sont des projections qui sont homogènes ou hétérogènes par rapport au reste de son fonctionnement? Difficile à dire, ce document. Tu parles des projections identificatoires que Kramer a décrit chez la femme. Oui, mais Il n'a pas étudié le père du tout, beaucoup. c'est pas interdit d'y penser. Je pense que tu as raison. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Kramer, comme tu sais. J'ai eu une longue discussion avec lui sur la nature de ses projections. Car lui, il croit que la femme est caractérisée par l'existence d'une maternité pendant laquelle elle s'identifie projectivement à son enfant. Et toutes ces projections peuvent modifier l'enfant si on les modifie. Ce qui est vrai. Je crois que le bébé peut aussi les modifier. Il y a plusieurs exemples comme ça où je vois le bébé, par les actions qu'on a sur lui, modifier sa mère. Là, il est question de père, mais enfin, dans la dynamique de la consultation, on a quand même l'impression que c'est le Maxime qui bouge avant que le père ne modifie sa position dans le jeu. Maxime joue un rôle positif. Et direct. Mais enfin, c'est plus tout à fait un bébé non plus, bien sûr. Enfin, il aide le père. Je crois que ce n'est pas une question de bébé, je crois que ça peut se faire beaucoup plus tard que cela. Et les consultations thérapeutiques sont faites aussi pour aider les enfants à parentaliser leurs parents, je crois. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça, c'est un aspect de cette consultation-là. Il ne faut jamais oublier cela. C'est fondamental, il me semble.